Dans les forêts tropicales d'Amérique du Sud, dans les hauteurs des arbres, il peut arriver que l'on aperçoive, pour peu que l'on y prête attention, une masse poilue qui se fond dans le paysage environnant. Cette étrange créature se meut avec une infinie lenteur, comme hésitante sur le chemin à prendre. En y regardant de plus près, vous pourrez peut-être apercevoir ses longs bras surmontés de grandes griffes courbées, de longs poils tirant parfois sur le verre, et sur un cou presque inexistant, vous distinguerez aussi une tête aux yeux vifs et au sourire rassurant. Cet animal, qui a pris au pied de la lettre l'expression « qui va sano, va piano », c'est bien évidemment le paresseux. Et je suis ravie d'être une nouvelle fois au Parc zoologique de Paris pour en apprendre plus sur cet animal en compagnie de Léa, soigneuse, et Lucas, curateur primate. Les paresseux sont réputés pour être les animaux les plus lents du monde. Ce n'est pas tout à fait vrai parce que certaines espèces peuvent faire des pointes à 14 km/h, mais d'autres sont en effet très lentes, comme les Coloepus didactylus, qui se déplacent dans les arbres avec facilité, mais à une vitesse de 0,5 à 1,5 km/h. C'est pas très rapide, c'est sûr, mais ça l'est toujours un petit peu plus que les escargots qui, même si la vitesse de déplacement varie selon les espèces, ont une vitesse moyenne de 0,4 km/h. La différence est pas énorme et une course entre les deux serait très lente, mais il y a moyen que le mammifère gagne quand même. Yeah! Ils sont juste là. Donc là, ils dorment. Bah, celui-là, il dort et elle est plutôt active. Enfin, elle est en train de s'endormir, je pense. C'est fou cette lenteur, on dirait qu'elle est coincée. Mais franchement, quand ils veulent aller vite, ils le font. Comme vous vous en doutez peut-être, paresseux est le nom vernaculaire de l'animal qui lui a été donné à cause de son extrême lenteur. Merci, Captain Obvious. Mais derrière ce nom évocateur se cache non pas une seule espèce, mais 6. Les paresseux font partie, avec les fourmiliers, de l'ordre des Pilosa. Je vous épargne les détails taxonomiques, ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a 2 familles distinctes, qui sont assez faciles à reconnaître, puisque chez les paresseux du genre Coloepus, que l'on appelle aussi plus simplement les Uno, les individus disposent de 2 doigts sur leurs pattes avant. Alors que de leur côté, ceux du genre Bradypus, que l'on appelle aussi les AI, ont 3 doigts sur leurs pattes avant. Option mime. Pas pourquoi. Fort de ces informations, je vous laisse donc quelques instants pour deviner à quelle famille les pensionnaires du Parc zoologique de Paris appartiennent. Comme vous pouvez le voir, ils possèdent 2 doigts. Ils font donc partie de l'ordre des Coloepus. Ça laisse 2 possibilités d'espèces, soit c'est un Uno d'Hoffmann, soit c'est un paresseux à 2 doigts. Bon, moi je peux vous dire que c'est un paresseux à 2 doigts parce que je m'y connais un peu, J'ai fait des recherches, Donc là, on est devant une volière où il y a les paresseux et plein d'autres choses. On m'avait dit que les paresseux, des fois, étaient en liberté dans la serre. Et là, c'est pas le cas. Pourquoi ça change? On a 4 paresseux, donc 2 mâles et 2 femelles. Et du coup, dans cette volière-là, on a Nienta, donc elle a 32 ans. En captivité, un paresseux, sa durée de vie va durer 30 ans. Du coup, elle est assez âgée. Donc pour son bien-être, elle est dans la petite volière. Et du coup, il y a Abbas qui l'a rejoint parce qu'il aurait des problèmes de vue. On a ce mystère il était censé être aveugle, mais on trouve qu'il n'est pas du tout aveugle. Ah Donc, oui? ça, c'est un petit mystère qu'il voit. Il voit plutôt bien parce qu'il trouve la nourriture et il bouge bien. Et pourquoi vous pensiez au début qu'il était aveugle? Ils ont fait une analyse, un scan de la rétina et ils ont dit qu'il n'y a rien qui passe. Au début, on avait créé une volière pour lui, pour être sûr qu'il arrive à se nourrir et tout. Après, on a vu qu'il se débrouillait très bien dedans et donc on l'a mis dans la volière plus grande.
Il y a évidemment plein de choses à dire sur cet animal qui n'a pas que la lenteur comme particularité, mais j'aimerais pour cet épisode attirer votre attention sur sa toison. La fourrure des paresseux est très particulière, déjà parce qu'elle a une implantation unique du ventre vers le dos et non pas le contraire. Un détail adaptatif beaucoup plus pratique, il faut l'avouer, car il passe la grande majorité de sa vie à l'envers. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est que dans ce pelage, qui avouons-le n'a pas l'air de première propreté, il y a bien plus que des poils. Il y a un monde. Les paresseux portent tout un écosystème sur eux, en permanence. Les poils des paresseux, longs et grossiers, ont une structure particulière. Ils comportent de profondes rainures, ce qui a pour effet d'absorber et garder l'eau comme une éponge. Cet environnement humide est le lieu de villégiature de nombreux organismes, dont beaucoup n'existent que dans cet environnement si particulier. Parmi eux, on peut retrouver des cyanobactéries, des bactéries photosynthétiques, des diatomées et des champignons. La manifestation la plus visible de tout ce petit monde sur le corps des paresseux est peut-être la couleur verte que peuvent parfois prendre les poils de l'animal. Elle est due à des algues vertes et c'est particulièrement flagrant chez les espèces du genre Bradypus. Vous leur donnez quoi à nourrir? Ils ont un régime assez varié, non? C'est ça. Alors du coup, ils ont beaucoup de légumes et beaucoup de fruits aussi. Donc ils ont des aliments cuits pour une meilleure digestion, ce qui peut mettre 1 mois pour digérer un repas. Du coup, il y a des aliments cuits pour aider la digestion. Parce que du côté des Bradypus, du coup, apparemment, ils sont plus difficiles à nourrir. C'est pour ça que vous en avez pas, vous? Ou je sais pas si d'autres en ont en captivité aussi? Il n'y en a pas en captivité. Il y a des centres de récupération en Costa Rica qui ont des Bradypus, mais sinon en captivité on ne les garde pas. Parce que c'est trop compliqué. En général c'est trop compliqué, ils ne survivent pas. Et quand on a des programmes d'élevage, on se concentre sur les espèces avec qui on peut faire quelque chose. Après là, on le voit qu'il est en train de se gratter. Il y a du monde dans son pelage aussi ou... L'écosystème dépend de l'environnement où il vit. Donc évidemment, l'écosystème qu'il a en captivité est beaucoup plus réduit par rapport à un écosystème qu'il aurait dans la nature. Et effectivement, ça c'est une des hypothèses de pourquoi certaines espèces ne survivent pas bien en captivité. Parce que ça dépend aussi de l'écosystème qu'il y a autour. Et même si d'un premier abord, on peut penser que toutes ces bestioles ne sont que des parasites et que les paresseux feraient mieux de s'en débarrasser, en réalité, tout ce petit monde s'entend très bien et ont leur rôle à jouer dans cette colloque géante que constitue le pelage des paresseux. Déjà, les papillons de nuit qui vivent là vont et viennent entre l'écosystème environnant et celui de la forêt de poils du paresseux, apportant ainsi de nombreux nutriments provenant de l'extérieur. Ces insectes peuvent aussi finir leur jour dans la toison, et c'est là qu'entrent en scène les champignons, présents en nombre, qui vont se nourrir des papillons morts et donc les décomposer. Cette décomposition a pour effet d'augmenter la concentration de gaz tels que l'azote, qui est bénéfique à la croissance des algues. Les études se sont portées particulièrement sur l'étude des paresseux de la famille des Bradypus, car c'est chez eux que cet écosystème est le plus prééminent, avec la présence en particulier d'algues du genre Trichophilus, qui vont alors lui faire prendre cette couleur verte qui lui confère un premier avantage, le camouflage. La survie des paresseux dépendant fortement, si ce n'est pas entièrement, de leur capacité à se fondre dans le décor pour ne pas se faire repérer par les prédateurs. Mais plus important encore, le développement de ces algues présente un avantage nutritif pour les paresseux. En effet, en se toilettant, le mammifère arboricole va au passage ingérer les algues présentes dans son pelage. Or, elles sont particulièrement riches en glucides et lipides, ce qui lui permettrait de se supplémenter en nutriments qu'ils n'auraient pas ou en trop faible quantité dans leur alimentation. Les deux qui sont censés être en liberté là actuellement sont dans une petite volière aussi. C'est parce qu'il y a une histoire de reproduction, c'est ça? Vous me l'aviez dit. Et du coup, les vétérinaires ont décidé de les mettre ensemble pendant 1 mois. Comme ça, la femelle, elle va faire son cycle. Il y a besoin du mâle pour que ça se déclenche. Surtout, c'est très difficile de suivre un cycle d'un paresseux. Ça se manifeste comment? C'est juste par l'attitude? On ne voit pas grand-chose, en fait. C'est très discret. Oui, c'est très discret. On va attendre 10 mois, puis on va voir ce que ça donne, et puis on verra bien. 10 mois, l'attente de la gestation? Ça me paraît long, non? C'est très très long. Tout est long en fait, ouais, c'est vrai. C'est vrai, quand on met 1 mois à digérer des trucs, c'est sûr que finalement c'est pas si... Finalement c'est plutôt rapide la gestation. Non, les paresseux ne sont pas crades. Enfin, techniquement, d'un point de vue humain, si, mais ils sont pas juste sales. Ils portent dans leur fourrure tout un écosystème complexe qui est le résultat d'une longue coévolution qui lui permet de vivre, à son rythme, dans les hauteurs des arbres. Merci beaucoup au Parc Zoologique de Paris de nous avoir accueillis pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce en l'air et surtout abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. À très bientôt.